Bien le bonsoir, fidèles téléspectateurs. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver sur nos antennes en direct de notre studio central pour ce nouveau numéro de l'Afrique à l'urne consacré aux activités et aux actualités présidentielles sur le continent africain. Ce soir, deux thématiques nous intéressent. On parle d'élections présidentielles dans les pays dits d'Afrique francophone. On débutera avec la Côte d'Ivoire qui, elle aussi, est engagée dans un processus électoral en cette année 2025. On parlera bien évidemment de toutes les actualités qui entourent cette élection présidentielle, de l'exclusion de certains candidats jusqu'aux manifestations de la population ivoirienne déterminée à dire non à ce nouveau mandat que veut s'arroger le président Alassane Draman Ouattara. On parlera de cette actualité avec vous, fidèles téléspectateurs, et nos invités dans ce nouveau numéro de l'Afrique à l'urne. Par la suite, on reviendra au Cameroun pour parler une fois encore de l'élection présidentielle. On essaiera avec nos invités ici en plateau et de l'autre côté sur Zoom de définir et de déterminer quelles sont les chances dont dispose l'opposition camerounaise pour l'élection d'octobre prochain. Ces deux thématiques sont choisies pour débattre avec vous, chers téléspectateurs, et nos invités dans ce nouveau numéro d'Afrique à l'urne. Pour faire le débat avec moi ce soir, nous sommes sur ce plateau central de la télévision panafricaine avec vous, Maître Janvier Momo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Wafo. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Bonsoir aux techniciens, bonsoir aux compagnons que vous avez le pouvoir indétrônable de présenter. Je présente d'abord toutes mes excuses au peuple panafricain. Il y a longtemps, ils ne nous ont pas vus, mais il faut qu'ils le sachent. Afrique Média a fait une traversée de désert, juste parce que l'impérialisme est passé par là. Mais la force de l'Afrique a été supérieure à toute autre force obscure. Donc, c'est un grand plaisir de repartir avec les émissions d'Afrique Média. Afrique Média que vous connaissez. La ligne éditoriale de votre média n'a pas changé, elle demeure la même, c'est-à-dire l'Afrique faite par les Africains, pour les Africains et dans l'intérêt des Africains. C'est la raison pour laquelle votre sujet d'aujourd'hui va en droite ligne avec cette ligne éditoriale, c'est-à-dire que l'Afrique à l'urne, c'est-à-dire nous parlons de ce qui nous concerne. Chers téléspectateurs panafricains, chères familles, la grande famille, c'est un grand plaisir de vous retrouver. Je salue les techniciens sans lesquels nos émissions ne sont pas possibles. Merci à vous, Maître Janvier Momo. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur nos plateaux. Également avec nous ce soir sur le plateau central, Padia Sanga, l'homme des archives, comme j'ai l'habitude de l'appeler. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Junior Wafo. Vous avez pris de la hauteur. L'Afrique en miniature, c'est le Cameroun. Mais nous avons notre belle-sœur, bien beau-frère, qui est la Côte d'Ivoire. Et dans la mouvance panafricaine, il faut vous rappeler que le chairman du SDF, le chairman numéro 2, qu'on appelle en anglais chairman de seconde, en avril de cette année, était au congrès de Laurent Gbagbo, dans la mouvance panafricaine. Et ça se entre dans nos activités d'activistes politiques qui archivent, qu'on appelle Abakwa Boys Archive. Et je suis ravi que vous avez planté un nouveau décor, vous avez pris le poids de la bête comme média, et les Africaines vont nous entendre et on va les orienter là où ça doit y aller, parce que c'est la saison de la rupture avec le jacobinisme dans tous les pays francophiles, francophones qui existent encore en Afrique et qui sont les pays les plus pauvres. Donc, quand vous m'invitez dans vos médias, moi je suis très content et on va les dire la vérité. Ceux qui partent plaider allégeance, ceux qui pensent que s'il faut changement, il faut à tout prix aller s'adouber par la France. Nous disons non et nous tenons debout. Merci. Merci à vous également, Padia Sanga, pour cette illustre entrée. Je vais le dire comme ça. On va retrouver de l'autre côté notre ami Okosisi Baba Nicolo, combattant de la première heure. Bonsoir et bienvenue, cher ami. Par Afrique Média, notre média. Bien au bonsoir à l'émission aujourd'hui Afrique Allure, que je viens de voir, qui est très novateur. Je salue mes prédécesseurs qui ont pris la parole amplement avec le professeur Junior Momo et naturellement le doyen Doy Asanga. Je vais aussi faire un clin d'œil à mon collègue compagniste
ivoirien qui est sur le plateau, vous allez présenter tout à l'heure, pour dire bien le bonjour à votre auditoire, à l'Afrique plurielle et à l'équipe. Et aussi un coucou et un big up à Oufao. Alors, mesdames et messieurs, merci à Afrique Média de nous faire confiance et de nous associer au combat du panafricanisme afin que nous soyons libres et moins ignorants qu'hier. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous également, mon cher frère et ami Oko Sisi Baba Nicolo. On espère que le frère Souleymane Kone Bagbo va nous rejoindre très rapidement. Il est sur le plateau. Ah, on me signale que le frère Kone Bagbo est déjà sur le plateau avec nous. Bonsoir et bienvenue, cher ami. Bonsoir, cher ami Junior Wafo. Je salue mes prédécesseurs qui sont là-bas sur le plateau. Je salue le camarade et frère Okossi Banikolo. Je salue vos auditeurs et vos téléspectateurs d'Afrique Média. Salue l'équipe technique, bien sûr, qui nous permet de pouvoir prendre part à cette émission depuis nos positions respectives. Bonsoir à toute l'Afrique. Bonsoir Afrique Média. Merci, cher Oko Sisi Baba Nicolo. Les présentations étant donc terminées, étant données qu'on vous a et que c'est par vous qu'on a terminé, on va donc débuter sans plus tarder avec vous cette émission Oko Sisi Baba Nicolo pour parler bien évidemment de la présidentielle ivoirienne. La thématique qui nous intéresse ce soir est une sorte de bilan, une sorte de vue d'ensemble de cette élection présidentielle à venir du côté de la Côte d'Ivoire, entre espoir, alternance et spectre du passé. Quelle vision vous vous faites du prochain mandat, en quelque sorte, que veut s'arroger le président Alassane Dramane Ouattara? On le sait, on l'a vu sur les réseaux sociaux, dans les différents médias, la population ivoirienne, le peuple ivoirien dans sa grande majorité, qui a commencé à dire non pour ce quatrième mandat voulu par le président Alassane Dramane Ouattara. Oko Sisi Baba Nicolo, en ce qui vous concerne concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation actuelle? Comment vous projetez dans cette élection présidentielle à venir? Alors, merci camarade Junior Wafo. Eh bien, moi, je vais commencer d'abord par le spectre du passé. Alors, à ces élections-là, nous avons la nostalgie, la mauvaise nostalgie de rappeler qu'en 2011, l'élection qui s'est passée, dont le président Laurent Gbagbo a été vainqueur, mais malheureusement bombardé par une coalition de ONUCI, de forces du Code, de forces extérieures à la Côte d'Ivoire et de la France, a présenté, bien avant le 2011, une discussion à Marcoussis et à Clubert où, d'un camp, il y avait le président Laurent Gbagbo esselé, et de l'autre camp, il y avait le G7, c'est-à-dire les forces nouvelles à leur sein, le MPCI, le MPGO, le MJP, et à côté le PDCRDA, le MFA, le RDR et l'UDPCI, si je ne m'abuse, et d'autres structures de la société civile qui sont allées les accompagner. Alors, comment ça s'est terminé? Le président Laurent Gbagbo a été la main attachée, obligé, contraint par la communauté internationale, l'ONU, et qui parle de l'ONU dans les pays francophones, dit nécessairement la France, de discuter. Ils n'ont pas respecté la souveraineté de la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas respecté les lois de notre constitution, ils ont imposé au président Laurent Gbagbo pour régler la guerre qui est partie à partir de 2000, de discuter avec les rebelles et les partis opposés à la gestion de l'État. Donc, de cette crise, nous nous sommes retrouvés en 2011, où naturellement, M. Alassane Dramane Ouattara, qui était celui qui a motivé toute cette haine, toute cette violence, tout ce terrorisme, qui finançait, poussé, parrainé par l'Occident, la communauté internationale, pour ne pas dire la France, a fini par avoir son nom sur la liste électorale parce que le président Laurent Gbagbo a bien voulu utiliser la voie de la démocratie, a bien fallu faire des sacrifices pour mettre son pays en avant, pour ne pas qu'elle sombre. Et nous avons eu une discussion de longue date jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo mette le nom d'Alassane Ouattara qui a terminé l'élection de 2011. Donc c'est pour ça que je dis, je commence par le spectre du passé. Aujourd'hui, même si ce n'est pas la même configuration armée, c'est la même ambiance. Une ambiance où, à côté, Alassane Dramane Ouattara, cette fois-ci, esselé comme par la voie du karma, et de l'autre côté, une opposition, entre guillemets, qui se retrouve avec le président Laurent Gbagbo dans les loges, M. Xero Kibafori Guillaume dans les loges,
le président du PDC-RDA, qui hier était avec Alassane Ouattara à Marcoussis, Solo Guillaume, qui hier était avec les Forces nouvelles à Marcoussis, et le MFA, qui était avec Alassane Ouattara à Marcoussis, surtout du côté de l'opposition avec le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, avec le MGC, le GPS et tous les autres d'un côté. Mais contrairement à la grandeur d'esprit de Laurent Gbagbo, contrairement à son altruisme politique qui a fait qu'il est allé au-delà de son niveau, au-delà de sa propre personne, au-delà de son parti politique pour le bien de la Côte d'Ivoire, et a permis que tout le monde s'asseye et qu'ensemble on trouve une voie de sortie qui a amené l'élection de 2011. Alassane Ouattara est resté muet, reste muet comme une cape devant cette situation. Donc, quand on veut analyser pour nous projeter, il ne faut pas omettre ces spectres du passé, comme vous l'avez bien précisé, et il est bien à sa place. Donc, à partir du spectre, maintenant, revenons à l'alternance. Aujourd'hui, si le président Laurent Gbagbo, comme l'a dit son parti, n'avait pas subi cette injustice, n'avait pas été insulté, n'avait pas vu son nom traîner dans la boue, il serait revenu de la grande victoire qu'il a gagnée sur l'Occident et il se serait tranquillement géré son parti politique avec ses camarades, il allait passer la main. Mais aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, au sein de son parti politique, a été présenté comme étant un camarade qu'il ne faut pas abandonner, puisque ça fait partie des maximes et ça fait partie de l'éthique de la gauche et du Parti socialiste. Quand un camarade est en crise, on ne l'abandonne pas. Donc, le cas du président Laurent Gbagbo, aujourd'hui candidat du PDC-RDA et autant pour moi du PPACI, n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen pour soutenir un camarade et un moyen pour lutter contre l'injustice, parce que l'injustice est de dire que le président Laurent Gbagbo aurait braqué une banque et pour ça, il ne peut pas être candidat. L'injustice est qu'après des années hors de la Côte d'Ivoire, on puisse l'exclure, lui voler ses droits civiques et politiques. L'injustice, c'est qu'aujourd'hui, ces mêmes acteurs-là, l'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO et tous les pays de l'Afrique de l'Ouest acceptent que Alassane Ouattara vienne encore l'oxy politiquement pour l'écarter du jeu parce qu'il est dangereux. Donc, cette transition-là aurait pu se faire tranquillement si le monsieur en face était un démocrate comme Laurent Gbagbo hier. Cette transition aurait pu se faire aisément et la jeunesse aurait pu même prendre la main de façon intelligente, plausible pour ne pas qu'il y ait une crise. Malheureusement, on voit un Alassane Ouattara qui veut utiliser les artifices de l'État, il utilise la justice, l'Assemblée nationale, toutes les arcanes dont il a besoin, comme il le dit. Lorsqu'on est au pouvoir, on peut manipuler la population. Alassane Ouattara se sert des médias d'État. Aujourd'hui, la RTI qui est corporalisée par lui, toutes les chaînes que vous connaissez, les chaînes de l'Occident, contre une opposition qui est aujourd'hui, tant bien que mal, souverainiste, démocratique, patriotique et qui fait tout pour éviter le sang. Alors, quand je finis ce côté de l'alternance qui est pointé de façon pessimiste, qui est mené par Alassane Ouattara, qui nous amène droit dans la guerre, on va maintenant parler de l'espoir. Est-ce que j'ai espoir que les élections vont se passer en Côte d'Ivoire? Non. En Côte d'Ivoire, il a été dit, il est clair. Depuis 2 ans, l'opposition, dans sa grande majorité, sans exception, demande un dialogue avec le pouvoir en place. Comme ça a été le cas du président Gbagbo hier, comme je le disais dans le cas du spectre du passé, qui a pris sur lui la grandeur d'homme d'inviter Thabo Mbeki, d'inviter Dramane Ouattara lui-même, d'inviter le président Alikoran Bédié de se trouver à Pretoria afin qu'il puisse trouver une méthode politique à ne pas que la Côte d'Ivoire reste dans la crise. La Côte d'Ivoire était divisée, une partie appartenait aux terroristes qu'ils ont appelés rebelles, profitant à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara aujourd'hui refuse toute discussion. Donc, est-ce qu'il y a espoir que la Côte d'Ivoire puisse avancer sereinement comme les autres pays? Aujourd'hui, le Cameroun est prêt à une élection et nous prions Dieu que tout se passe bien. En Côte d'Ivoire, nous sommes totalement dans une lecture pessimiste. Pessimiste parce que Ouattara, qui constitutionnellement n'a pas le droit de faire un 4e mandat, a dit qu'il va faire un 4e mandat. Il a sauvé tout le peuple lors de l'indépendance, alors qu'on pensait qu'en tant que père, il aurait pu avoir le nucléo pour le faire. Dès l'instant qu'il dit les candidats, le président Laurent Gbagbo, avec un meeting du Front commun, envoie un message qui est clair pour leur dire que Ouattara ne fera pas un 4e mandat. Au-delà de ça, il fait une raillerie pour dire, mais voilà quelqu'un à qui son parti demande d'être candidat, il dit qu'il va réfléchir. Il se retrouve en France, il prend notre avion avec l'argent du contribuable, il va en France, et dès qu'il sort de l'Élysée, il dit les candidats. Et il envoie un message au fort et clair aussi à cette communauté internationale dont la France est le porte-voix, pour leur dire que si c'est pour ça, vous m'avez bombardé, mais sachez que cette fois-ci, je suis prêt, venez. Et il mandate les Ivoiriens, il leur donne un mot d'ordre pour leur dire. Et étant donné que Ouattara a commencé déjà son 3e mandat, nous allons le laisser finir. Nous allons le laisser finir, veut dire quoi? Que ce mandat-là a une date d'expiration. À part de cette date d'expiration, il faudra lui dire qu'il n'aura pas de 4e mandat, qui le blague. En gros, le président Gbagbo nous dit aujourd'hui que
Tant que le jeu démocratique, il n'est pas encore trop tard pour bien faire, n'est pas lisible, n'est pas clair, tant qu'on va exclure, lui, le président Lomba, candidat du PPACI, on va exclure Solo Kibakori Guillaume, en exil, candidat du GPS, on va exclure Tidiane Thiam, candidat du PCRDA, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire, parce que si c'est la bagarre qui veut, on fera la bagarre. Donc, dans cette thématique qui parle d'espoir, d'alternance et de spectre du passé, voilà un peu mon analyse pour dire que la Côte d'Ivoire se dirige tout droit par la faute d'Assad Ouattara vers un moment de tour. Et cela, ça sera Ouattara qui devra les poser. Et les Ivoiriens sont mobilisés, galvanisés. Les Ivoiriens l'ont démontré par une mobilisation exceptionnelle par 2 fois. Aujourd'hui, les camarades sont en train de se faire arrêter, sont en train de se faire intimider, sont en train de se faire terroriser. Mais nous restons debout. Et cette fois-ci, Junior, je vous le dis, ça fait 10 ans que je vois des émissions. La Côte d'Ivoire prendra ses responsabilités. Et j'ai dit. Merci à vous, Okosisi Baba Nicolo, pour cette première intervention. Je vous retrouve à présent, Souleymane Kone Gbagbo. On se rappelle que pour l'installation du président Alassane Dramane Ouattara pour son tout premier mandat, le peuple ivoirien avait payé un lourd tribut. Pour le deuxième mandat, c'était quasiment le même schéma. Pour le troisième mandat, on avait déjà annoncé que le président Alassane Dramane Ouattara, le peuple ivoirien ne le laissera pas faire un troisième mandat. Le troisième mandat, il a été fait. Vers la fin de ce troisième mandat, il avait évoqué, il avait été évasif en ce qui concernait un probable quatrième mandat. Ce n'est que récemment qu'il a officiellement accepté et dit, comme vous l'avez d'ailleurs rappelé Okosisi Baba Nicolo, après un voyage du côté de Paris, il a décidé d'être candidat pour un quatrième mandat. L'opposition ivoirienne, le peuple ivoirien a tout fait de dire non à ce quatrième mandat-là. Mais dans le fond, mon cher Souleymane Kone Gbagbo, est-ce que l'opposition dispose de réels leviers pour empêcher le président Alassane Dramane Ouattara d'être candidat pour un quatrième mandat? Alors, mon cher Junior Wafo, merci pour la pêche que vous me tendez. La question est très bien posée. De quel levier dispose le peuple ivoirien pour faire reculer Alassane Ouattara? Ce n'est pas Alassane Ouattara seul que le peuple ivoirien va faire reculer. C'est la France d'Emmanuel Macron et Alassane Dramane Ouattara. Parce que c'est la France qui a installé Alassane Dramane Ouattara en 2011. C'est elle qui a manœuvré pour que suivienne l'appel de Daoukro, qui a permis à Alassane Ouattara de faire son deuxième mandat par dérivation. C'est la même France qui a poussé Alassane Ouattara dans le dos afin qu'il puisse déclarer, afin qu'il puisse briguer, on va dire, un troisième mandat. C'est la même France qui est en train d'imposer à Alassane Ouattara de faire un quatrième mandat. Ça, il ne faut pas l'occulter. Il ne faut pas l'oublier, c'est la France. Donc, nous disons ceci. Mao disait que la force du peuple dépasse même la puissance, pour le paraphraser, d'une arme nucléaire. La force du peuple dépasse la puissance de l'arme nucléaire. Aujourd'hui, le président Poutine est face à l'Occident collectif, comme il l'appelle. L'Occident, depuis son installation, depuis sa prise son accession au pouvoir, le président Poutine, l'Occident n'a eu de cesse que de tenter de le déstabiliser. Avec toutes les armes dont dispose l'OTAN, bien entendu, il n'arrive pas à le déstabiliser. Mais je vous donne une semaine. Si le peuple russe se lève contre le président Poutine, le peuple russe uni et déterminé se lève contre le président Poutine, je vous donne une semaine, le président Poutine s'en ira. Ça, c'est clair. Donc, pour dire que la puissance du peuple n'a rien à voir avec la puissance de l'arme nucléaire. Je prends l'exemple aussi, dans les années 70, du président Reagan. Vous savez que le président Reagan, dans un premier temps, était l'un des extrémistes par rapport à la Russie.
de Gorbatchev. Il voulait même, il agitait, je dirais, le spectre même de la Troisième Guerre mondiale. Mais le peuple américain s'est levé pour dire, mais président, tu veux nous engager dans une Troisième Guerre mondiale, on n'est pas d'accord. Lui-même, sa propre fille est descendue dans les rues pour dire au président Reagan, recule avec ton intention, je dirais, ton idéologie de va en guerre, là, il faut reculer. Et le président Reagan a reculé, et c'est grâce à lui que la Russie et puis les États-Unis ont renoué contact. Le président Reagan et Gorbatchev se sont rencontrés, et au fur et à mesure, ils ont désamorcé un peu la guerre. La guerre froide a pris fin. Pour dire que la force du peuple est la plus puissante. Tu as le communiqué brut. Bien, retour sur le plateau. On va retrouver notre ami Okosisi Baba Nicolo dans quelques instants. Le temps pour moi de revenir sur ce plateau avec vous. Padi Assanga, il faut dire que la situation de la présidentielle ivoirienne est une situation qui a souvent été similaire à celle du Cameroun. Vous qui êtes d'ailleurs du SDF, votre chairman, le chairman en second, comme chairman de second, comme on l'appelle, l'honorable Joshua aussi, avait d'ailleurs été invité par le PPACI du côté de la Côte d'Ivoire. C'est dire la proximité qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun quand on parle de politique, et pas seulement. D'ailleurs, étant donné que ce qui nous intéresse ce soir, c'est la politique, on parle de spectre du passé depuis le début de cette émission. Est-ce qu'il n'y a pas des risques, d'après vous, que la Côte d'Ivoire soit encore plongée dans une situation telle que celle qu'elle a vécue en 2011 ? J'ignore. Je veux vous dire avec toute conviction panafricaniste, hein, parce que l'histoire nous renseigne beaucoup de choses. Et vous savez que dans les années de la Braise, la Côte d'Ivoire était dirigée par Laurent Koudou Gbagbo, qui était un ami, un frère de Froundi. On l'a vu avec Froundi. Froundi est parti le rendre visite pendant cette période-là, avec les habits qu'on appelle aujourd'hui les habits de Bamenda. Les photos sont là, les archives en parlent. Et on arrive aux élections de 92, où beaucoup de personnes, pendant les années de Braise, ont taxé Gbagbo de financer le SDF sur la bannière de Ni John Froundi. Et si Gbagbo le finançait, le problème est où? Le problème est où? C'est un parti socialiste. Nous sommes dans la mouvance et dans l'international socialiste. C'est-à-dire, comme ils sont partis signer les accords militaires avec la France, les partis panafricanistes socialistes ont signé les accords. Quand un frère est en difficulté, on le revient en aide. Et il y a eu retour sur l'échelle quand le chairman Froundi est parti rendre visite, le fait chairman Froundi, de regretter mémoire, est parti rendre visite à Laurent Koudou Gbagbo quand il était à La Haye. Combien de présidents africains l'ont fait? Combien de partis politiques l'ont fait? Il n'y a que le SDF qui l'a fait. Ça, c'est historique, c'est archivé, c'est dans les documentations. Donc, on ne fait pas dans la récupération politique, mais il faut tracer les parcours de toute personne. Et en avril cette année, Laurent Koudou Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, le grand Laurent Gbagbo, le président du PPACI, oui, il a invité chairman de second, honorable Joshua aussi. Il était là. Les images sont là. Et nous disons que tenez bon, tenez debout, parce que on a presque le même scénario ici, où la France a voulu faire infiltrer au Cameroun
un pseudo-opposant qui était fabriqué dans les officines françaises, qui a travaillé dans les cabinets Lias et Minya Patna. On sait le rôle qu'ils ont joué dans le procès de Laurent Gbagbo à la haie. C'est de ça que vous parlez. Donc, faisons ces corrélations pour comprendre le rôle trouble que la France a voulu jouer. Maintenant, il y a ce qui se passe en Côte d'Ivoire et nous disons au peuple ivoirien, votre destin est entre vos mains, comme le destin des Camerounais sont entre les mains. Nous sommes deux peuples, frères et sœurs, très matures, avec toute compétence qu'il faut, décomplexés, qui ne vont plus jamais, j'ai dit à grand jamais, prendre les injonctions venant de l'Élysée, où les gens sont partis à l'Élysée avec les passeports de leurs femmes diplomatiques. Le passeport, c'est-à-dire, on a des empites de leurs femmes parce qu'ils étaient les diplomates camerounais. Et ils veulent se prévaloir, dire qu'ils veulent diriger l'opposition camerounaise et ils s'en vont. Dans l'histoire politique de toute l'Afrique, colonisée ou décolonisée, est-ce que la France a déjà ouvert sa porte, sa place de la République, que nous tous nous connaissons, à un leader africain? Pourquoi ils n'ont fait à un Camerounais? Pourquoi ils insistent que Alassane soit là, brigue un mandat, alors que la constitution française est claire? On sait comment Alassane Ouattara est venu au pouvoir. Moi, je n'aime pas la tête de Guillaume Soro. Je vous dis carrément, je n'aime pas sa tête. Père et fils, Gbagbo et Blé Goudé, ils peuvent se parler. Ça, c'est entre père et fils. Nous connaissons ça. Mais, quand vous croisez là, la tête de l'autre qu'on appelle Guillaume Soro et celui qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara, moi, je ne les aime pas. Parce que ils ont utilisé le Burkina Faso à l'époque quand ils étaient sur le contrôle de la France-Afrique pour déstabiliser le rang Gbagbo jusqu'à amener les deux autres qui croisent là à la haie. Et le résultat, c'est la résistance. Nous disons que nous aimons la paix et nous allons résister dans la paix. Et ça, c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et moi, je suis content. Et je dis au peuple ivoirien, restons debout et félicitations pour la mobilisation. Et je suis aussi fier que quand on sort aujourd'hui, ces leaders politiques, les gens qui ont l'humilité, ce n'est pas les gens qui ont les partis politiques qui existent seulement dans le tiroir, non, qui disent que le peuple doit les suivre. Allez arrêter les députés ivoiriens, on voit. Nonsense. J'en ai terminé. Merci à vous, Padia Sanga, pour cette intervention. Je me tourne à présent vers vous sur ce plateau central, Maître Janvier Momo. Padia Sanga fait bien de le relever. Il faut dire que l'histoire politique de la Côte d'Ivoire a souvent connu plusieurs alliances. De ce côté-là, les alliances se font et se défont comme d'habitude. En politique, on le sait, l'opposition ivoirienne semble être vent debout dans sa globalité contre ce quatrième mandat du président Alassane Dramane Ouattara. Mais Charles Pasqua disait, les promesses d'un homme politique n'engagent que ceux qui y croient. Que vaut réellement l'opposition ivoirienne? Maître Janvier Momo, Padia Sanga l'a rappelé, quand on sait comment le président Gbagbo a été débarqué du pouvoir, quand on sait les alliances qui se sont nouées pour le faire partir, est-ce que vaut réellement cette opposition-là aujourd'hui? Je pense que, merci pour la question, je pense que l'opposition ivoirienne a toutes ses chances, comme lors des élections précédentes. Pourquoi? Parce que, premièrement, le peuple ivoirien est un peuple engagé. C'est un peuple qui revendique. On dit chaque peuple mérite son chef ou celui qui le commande. Et le peuple ivoirien ne digère pas ce qui n'est pas digérable. Il a toujours la force, vraiment, il faut le reconnaître, la force de dire non quand il faut dire non. La force de dire oui quand il faut dire oui. En fait, ce que vous voyez, c'est que la principale mallette que l'opposition ivoirienne a aujourd'hui,
c'est que ils se sont rendus compte d'une entourloupe terrible. C'est quoi? C'est que en avril 2011, le président Laurent Gbagbo est interpellé, il est gardé au nord avant de rejoindre le pénitencier de Schwenningen à La Haye, à la Cour pénale internationale. Après 10 ans de procès, il dit 10 ans de procès, qu'est-ce que nous avons constaté sur le terrain? Le FPI à l'époque, qui était la figure de proue de l'opposition, est demeuré intact. Les Aboudraman Sangaré, à qui nous continuons aujourd'hui de dire paix à son âme, ils sont demeurés ces enfants de la maison. Les Awadon Melo sont demeurés les enfants de la maison. C'est pour dire que l'opposition ivoirienne n'est pas cette opposition qui est capable de fléchir à la première approche. C'est vrai, en politique, on a des jeux d'ascenseur qui vont, oui, qui montent et qui descendent, mais à un niveau tolérable. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous voyons une opposition et des opposants qui sont assez cohérents, assez consciencieux de la tâche et qui sont ardus dans la tâche. Maintenant, 10 ans de procès, pour revenir à cette entourloupe dont je parlais, 10 ans de procès et au bout de compte, un acquittement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le président Laurent Gbagbo, à un moment donné, a été déclaré non coupable. On l'a acquitté de tous les chefs d'accusation. Et vous savez, la Cour pénale internationale ne statue pas sur les délits, c'est sur les crimes. Exactement. Les crimes contre l'humanité et tout ce que vous pouvez savoir. Au moment du retour, Kouadio Konan Bertin Kakabe était ministre de la Réconciliation à l'époque. Qu'est-ce qu'ils ont dit en Côte d'Ivoire? Il faut bien partir par là. Et nous avons attiré l'attention sur ce plateau d'Afrique Média. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que le président Laurent Gbagbo est libre de rentrer pour la décrispation politique. Et à ce sujet, on lui a donné 2 passeports. On lui a fait délivrer 2 passeports. Un passeport ordinaire et un passeport diplomatique. On lui a promis tous les attributs d'ancien chef de l'État. Mais on a... C'est quoi? C'était la loi d'amnistie. Exactement. Parce qu'entre-temps, il y a un épée de Damoclès politique qui pèse sur la tête de Laurent Gbagbo. C'est la fameuse condamnation pour braquage de la BCEAO. On le disait. Et nous l'avons dit ici à l'époque que le principal élément de décrispation politique en Côte d'Ivoire, c'est une loi d'amnistie parce que nous savons que ce procès, non seulement il a été inique, mais c'est un procès politique. Vous savez, pour tenir un homme politique, M. Padi Assanga, il faut tenir son extrait de casier judiciaire. Merci. C'est-à-dire, lorsque l'extrait de casier judiciaire est tenu, vous le mettez hors jeu. Mais vous êtes figé. Vous le mettez hors jeu. Et nous avons souligné ici, nous avons pendant des émissions, que tout ce qu'on raconte en Côte d'Ivoire, en termes de réconciliation, ce sont des vains mots qui n'ont aucune valeur. Oui, le président Laurent Gbagbo devait rentrer en Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien. Vous ne pouvez pas interdire à un Ivoirien de rentrer chez lui. Dire qu'il va rentrer, ça ne veut rien dire. Et nous disions à l'époque qu'il fallait comme condition de retour la loi d'amnistie qui annule cette fameuse condamnation de 20 ans. Et lui et son fils, comme Padi le disait, Charles Blé Goudé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont allés au-delà de la condamnation. Le nom est porté disparu dans les listes électorales. Vous comprenez jusqu'où les gens sont allés? Ils vous ont parlé de la réconciliation, mais au fond, il n'y avait aucun acte de réconciliation posé de façon concrète. Le principal acte, c'était de permettre au président Laurent Gbagbo non seulement de rentrer en Côte d'Ivoire, c'est son droit le plus absolu de rentrer chez soi, mais aussi et surtout d'être un citoyen sur le plan civil et sur le plan politique. Aujourd'hui, ils nous le disent, ils ne sont pas prêts. Maintenant, quand je parle d'entourloupe, c'est à ce niveau. Le retour du président Laurent Gbagbo le 17 juin 2021 devait être conditionné par la prise d'une loi d'amnistie qui permet à cet homme de rentrer et de pouvoir faire la politique. Tout ce que nous allons faire aujourd'hui, tout ce que l'opposition doit revendiquer en Côte d'Ivoire aujourd'hui sur les pancartes. Mais
nous voulons la loi d'amnistie, c'est tout. Puisque les tribunaux sont les tribunaux ivoiriens, ces tribunaux n'ont pas été dissous, ils existent jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire la condamnation, elle est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut plutôt amener le président Alassane Dramane Ouattara, le président de Côte d'Ivoire, à prendre cette loi et à dire, alors, chers collègues, chers anciens collègues, je pense que nous pouvons aller ensemble dans ce concours électoral. En dehors de ça, en dehors de cette revendication qui est essentielle et que nous, à Afrique Média, nous avons souligné depuis 2020-2021, lorsque nous sentions l'acquittement du président Laurent Gbagbo, que cette loi d'amnistie Mais il y a un parallèle. Il y a un parallèle ici au Cameroun. Hein? Parce que nous reconnaissons qu'il y a des gens qui ont été condamnés pour des faits plus graves même. Il y a des gens qu'on a interpellés sur les lois ici au Cameroun qu'eux-mêmes, ils ont écrit. C'est-à-dire l'élaboration du code de procédure pénale. Ils se sont retrouvés en prison. Mais par le biais de la France, Macron a dit à Mondovision, j'ai demandé à M. Biya de libérer Maurice Kamto avant de mettre son pied en France. C'est un ordre. Et craignant que Laurent Gbagbo va croiser avec son fils et prendre le pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entacher et la France reste bouche bée. Maintenant, si la Côte d'Ivoire se grippe, il y a une base militaire en France. Mais, sauf que les donnes ont changé. Nous ne sommes plus en 2011. La population a pris une maturité qui ne dit pas son nom. Raison pour laquelle les populations, sur les élus, il faut comprendre maintenant la notion de mandat représentatif. Ces élus qui sont dans les rues aujourd'hui sont suivis par les populations pour dire que non, nous sommes à Tutuko avec vous. Ce que nous voyons là, c'est une mascarade. Eh bien. Et c'est de ça que nous parlons ici. Et Maître, merci pour ta pertinence et allons-y. Donc, cette entourloupe aujourd'hui conduit le peuple ivoirien dans la rue. Ils savent que par la voie judiciaire, on tient le casier judiciaire de professeur Laurent Gbagbo et par là, on l'empêche juridiquement de se présenter comme candidat à une élection présidentielle en République de Côte d'Ivoire. Et lorsque vous avez vu les déclarations de Maître Bourgui concernant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire en 2011, vous avez compris à un moment donné que la France, parce que Bourgui, il n'est pas n'importe qui en France, le célèbre porteur de mallette. Vous avez compris à un moment donné que la France était dans un jeu politique en Côte d'Ivoire où il mettait le protégé sur la sellette. Parce que c'est une émission, Mais il a même parlé de président Biya. C'est une émission, c'est une interview qui a dérangé plus d'un dans des sphères politiques en Afrique. Mais comment est-ce qu'ils veulent lâcher le président Alassane Dramane Ouattara à ce niveau? Nous avons compris ce jeu. Mais sur le plan géopolitique, là où ils préfèrent maintenir le président Alassane Dramane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est que vous avez l'AES, la Côte d'Ivoire est frontalière avec le Mali et la République du Burkina Faso, deux pays de l'AES, qui aujourd'hui trouble le breuvage de la France dans les pays d'Afrique occidentale française, dans les anciens pays de l'AOF, c'est-à-dire les pays francophones d'Afrique occidentale. Alors, la position du Sénégal, elle est mitigée. Il n'y a que la Côte d'Ivoire qu'on est sûr qu'avec le président Alassane Dramane Ouattara, c'est l'homme qui, avec la France, quand il promet, il fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le plan géopolitique, la France n'est pas prête à lâcher le président de Côte d'Ivoire. Parce que c'est pour eux, il y a une incertitude sur le changement de chaise au niveau d'Abidjan. S'il y a un changement de chaise et de fauteuil et que celui qui arrive est pro-AES, alors l'AES s'élargit de façon automatique. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le blocage au niveau d'Afrique occidentale, au niveau de l'Afrique occidentale, c'est la République de Côte d'Ivoire. Donc, vous avez vu le dernier voyage du président Alassane Dramane Ouattara en France. Justement, je pense qu'il
il s'agissait de ce genre de causerie, une causerie, un double point. Mais c'était un voyage symbolique pour dire que faites comme vous voulez. Tant que la France m'adupe, je serai là. Donc, l'insistance de ce 4e mandat. Mais sauf que le peuple est souverain. Je termine par là. Avec les représentations indirectes qui sont les députés. Et qu'est-ce qu'on a dit? La politique de boycott n'a jamais payé nulle part en matière politique et électorale. Donc, maintenant, et pour chuter, en répondant clairement à votre question, vous demandez les forces de l'opposition ivoirienne. Oui. Qu'est-ce que ça vaut concrètement aujourd'hui? Elle vaut ce que le peuple vaut. Parce que nous avons vu cette démonstration de force. Il y a une semaine, cette démonstration de force du peuple qui est sortie. Il faut savoir que l'élection présidentielle n'est pas un concours du chef de l'État pour élire le chef de l'État. C'est un ensemble d'engagements des populations pour mettre au sommet de l'État une personne que la population croit être la meilleure. Pour nous, l'opposition ivoirienne garde toute sa force avec le peuple ivoirien. Parce que c'est le peuple ivoirien qui vote. C'est le peuple ivoirien qui choisit et rien d'autre. Donc, celui qui est avec l'opposition, celui qui est avec le peuple, sera sur le fauteuil, va s'asseoir sur le fauteuil présidentiel en République de Côte d'Ivoire. Donc, tout se joue avec le peuple. Et ce peuple ivoirien, nous le connaissons, c'est un peuple qui sait réclamer, qui sait revendiquer, qui sait oui, qui sait dire oui, qui sait dire non. Et je sors par là. Merci à vous, Maître Janvier Momo. On va refaire un tour de l'autre côté. Est-ce que nos amis... notre ami Oko Sissi Baba Nicolo est là, avec qui on va bien évidemment continuer de revenir un peu sur les spectres du passé. Oko Sissi Baba Nicolo, l'opposition ivoirienne a très souvent été malmenée, très souvent été gangrénée par des trahisons. Il faut le dire comme ça, le président Laurent Gbagbo lui-même a été victime de ces trahisons-là, trahisons de l'opposition, de certaines personnalités qui sont aujourd'hui revenues dans l'opposition. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de trahison qui pèse une fois encore sur ce nouveau combat que porte le peuple ivoirien contre le 4e mandat du président Alassane Dramane Ouattara? Alors, merci, camarade Wafo. Je pense qu'on Ouvrez avait un votre problème micro. de camarade. C'est bon, vous m'entendez? Mon micro, il est ouvert. Ah, il a fermé plutôt. Non, il est ouvert, le micro. Est-ce qu'on m'entend? Le micro, il est ouvert, hein? Oui, là, on vous reçoit actuellement. Ok. Alors, je disais merci. Merci pour cette deuxième pêche. Mais je voulais signaler que tout à l'heure, le camarade Souleymane Babou Komi et moi, on a eu une interférence. Donc, prière aux techniciens de le voir. Alors, l'opposition ivoirienne, d'abord dans l'expression opposition, je le dis parce que nous sommes en communication. Mais quand on regarde dans la géopolitique, on regarde de l'autre côté des pays qui nous ont imposé leur démocratie, rarement ils utilisent ce thème-là lorsqu'il s'agit de pays francophones, françaises, ou bien des pays anglophones, américains. En Grande-Bretagne, quand ils veulent parler des partis qui ne sont pas au pouvoir, ils citent nommément leur nom. Sur les continents américains, aux États-Unis, quand on veut parler de partis au pouvoir ou non, on dit soit les démocrates, soit les républicains. En France, ici, lorsqu'ils veulent parler du parti au pouvoir, ils le citent nommément, et les partis qui ne sont pas au pouvoir, ils les citent nommément. Mais lorsqu'ils parlent de nos pays ex-colonisés francophones, ils ont cette manière raciste-là de tout de suite embrigader tout le monde dans l'expression d'opposition. Mais quand on dit opposition, il faut voir derrière ce terme-là un esprit de désordre, un esprit belliqueux, un esprit de guerre, un esprit de déchirement. Et donc, je me force de moins l'utiliser pour qu'on puisse changer ce paradigme afin que nous aussi, on puisse utiliser leur vocable. C'est-à-dire, on parle aujourd'hui du RDR, ce parti terroriste, cette organisation terroriste d'Alassane Ouattara, lui-même terroriste, et du Front commun avec le président Laurent Gbagbo, Tidiane Tcham et les autres. Maintenant, la question que vous posez, pour aller dans le but du sujet, vous demandez si le président Laurent Gbagbo ne serait pas encore
objet de trahison. Vous voyez, la politique chez nous, un ancien qui s'appelle Fologo disait que c'est la nette appréciation du moment. C'est vrai, hier, pour des idéologies diverses, pour des objectifs divers, le président Laurent Gbagbo s'est retrouvé le dos retourné contre ses anciens camarades, dont M. Anaki Kobena du MFA, qui à un moment donné s'est retrouvé du côté de ceux qui s'opposaient à lui. C'est vrai que dans la démarche, après sa sortie de prison jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu le président Afin N'Guessan qui a permis, qui a aidé les impérialistes via la France, parce qu'il avait rencontré François Hollande, et ensuite il avait changé d'attitude, à vider le président Laurent Gbagbo de son parti qui était le FPI et de surtout avec l'enveloppe vide. Mais aujourd'hui, nous voyons aisément M. Anaki Kobena, M. Afin N'Guessan venir faire un bloc autour de l'appel du président Laurent Gbagbo à un mouvement qu'il a appelé Trop c'est trop, qui est, il a expliqué, est un instrument de contestation, un instrument de combat. Et que Trop c'est trop, tout le monde pouvait venir. Les partis politiques, les structures de la société civile, les organisations, les citoyens lambda. Donc, c'est dans cet esprit-là que le président Laurent Gbagbo, qu'on croyait ne pas pouvoir rassembler, a surpris tout le monde en créant et en mettant à disposition du peuple ivoirien cet instrument qu'il a appelé Trop c'est trop, afin que tout Ivoirien, d'abord, parce qu'avant d'être dans les partis politiques, on est d'abord Ivoirien. Avant de pleurer ou de vouloir atteindre un objectif de présider la Côte d'Ivoire, il faut d'abord pouvoir se battre pour la Côte d'Ivoire. Il faut d'abord un esprit patriotique. Au-delà de l'esprit patriotique, il y a ce dont nous tous souffrons, c'est-à-dire de la dictature, la tyrannie du terroriste Alassane Dramane Ouattara. Donc, tout Ivoirien qui souffre, tout Ivoirien qui ne mange pas comme le dit, tout Ivoirien dont la maison est cassée, tout Ivoirien qui est ostracisé, tout Ivoirien qui a la famille poussée en exil, tout Ivoirien dont les accablés enlèvent les enfants, aujourd'hui peuvent s'exprimer dans cette fêtière-là qui est le mouvement Trop c'est trop qu'ils ont mis en avant et qui naturellement a abouti à la création du Fonds commun, le PDCRDA de la droite et du PPACI de la gauche. Vous voyez, donc c'est la politique, on l'apprécie en fonction des événements. Est-ce que le président Gbagbo sera encore trahi? Je vous dis une chose, aujourd'hui, les Ivoiriens dans leur grande majorité, quelles que soient les dissensions et les idéologies, quelles que soient les divergences au niveau de la forme pour aller à la date fatidique du 25 octobre, ont une chose en commun, la Côte d'Ivoire. Et ça, je peux vous le dire. Ils défendent tous, d'une manière ou d'une autre, cette Côte d'Ivoire qui doit passer sans encore des morts. Ils défendent tous, malgré leurs indifférences secondaires, malgré leurs incompréhensions secondaires, tous que la Côte d'Ivoire ne doit plus voir un dictateur comme Alassane Dramane Ouattara. Ils disent tous que la Côte d'Ivoire ne doit plus appartenir encore sous les jougs de la France. Ils disent que la Côte d'Ivoire doit s'émanciper et rejoindre l'AES qui aujourd'hui nous rend tous fiers. Ils disent que la Côte d'Ivoire doit prendre toute sa souveraineté monétaire, militaire, économique et tout ce qui va avec pour être. Donc, est-ce que le président Laurent Gbagbo ne va pas encore se faire trahir? Je vous dis aujourd'hui, trahison, s'il devait avoir, ce ne serait pas une trahison qui va mettre à mal la Côte d'Ivoire qu'on doit récupérer. Moi, je finis de dire ça. Allons maintenant à une deuxième lecture des choses. Vous voyez, chers panélistes, le président Laurent Gbagbo, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, a sacrifié plus qu'il n'en faut, même de façon raisonnable. Tout à l'heure, vous avez parlé de faire le spectre du passé. Mais est-ce que vous savez que dans le passé, le président Laurent Gbagbo a été obligé de payer des factures d'une zone occupée par des terroristes dans la Dramane Ouattara. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire était coupée en deux. 60% appartenaient à ces terroristes-là. L'idée par Alassane Ouattara, armée, organisée, couvée par la France. Le président Gbagbo est parti jusqu'à prendre l'argent du contribuable qui devait servir la Côte d'Ivoire qui gérait officiellement, mais il payait parce que pour lui, c'est les Ivoiriens. Le président Laurent Gbagbo a tout sacrifié, son programme, son projet, tout ce qu'il avait prévu quand il était dans l'opposition avant de venir au pouvoir pour que la Côte d'Ivoire ne se divise pas. Est-ce que vous savez ça? Vous savez que le président Laurent Gbagbo aujourd'hui est moqué de partout pour ceux qui ne voient pas la grandeur de l'homme, pour dire non, qu'aujourd'hui il n'a rien fait. Mais le président Gbagbo a fait plus que ça. Un homme il a contenu une guerre, un terroriste, une rébellion de 2002 jusqu'à 2011, et grâce à son peuple, comme l'a dit le professeur le docteur Momo Janvier. Vous voyez, le président Gbagbo a contenu une guerre imposée d'abord par Chirac, qu'il a obligé à discuter à Marcoussis
avec des assassins, avec des comploteurs, avec des gens qui voulaient prendre son pouvoir, avec à la tête Alassane Dramane Ouattara. Il a contenu ça. Le président Gbagbo a discuté de Accra 1, Accra 2, Lomé 1, Lomé 2, Makoussi, Kléber, Pretoria, jusqu'à Ouaga. Il est allé jusqu'à prendre Soro Guillaume comme Premier ministre, aller faire la flamme de la paix. Il a tout fait pour que la Côte d'Ivoire ne soit pas divisée. En plus, il est même allé jusqu'à prendre un article qui est obsolète, l'article 48, pour faire dans l'ensemble de notre que la constitution ivoirienne. Eh bien, Exceptionnel. Un candidat exceptionnel pour les élections, exceptionnellement parce que la Côte d'Ivoire était proie à une guerre, à une division, avec à l'intérieur une force onusienne qui prenait des rebelles et qui les transportait de la zone rebelle à la zone loyaliste. Le président Gbagbo était adulé, était pressé par une force de la force Bicorne de la France qui dit avoir un mandat de l'ONU pour le désarmer. Il était occupé, entouré par le Mali, le Burkina, la Guinée, où Alassane Ouattara avait une base arrière. À l'international, il était attiré par Obama, par Angela Merkel, par Nicolas Sarkozy, par Cameroun. Il était attiré de partout. Mais il a continué la guerre de la Côte d'Ivoire. Il a fait réussir que la Côte d'Ivoire ne soit pas divisée. Le président Gbagbo, dans le spectre du passé, a fait tout ça parce que pour lui, la Côte d'Ivoire passe avant tout. Mais qu'est-ce qu'il a obtenu? Il a fini par calmer les dissidences. Il a fini par éviter le nombre de morts qui va plus de 3000, comme les gens le disent au hasard. Il a fini par s'asseoir avec ceux-mêmes qui ont piqué la glaive au pays pour faire un gouvernement d'union. Il a été dans ce gouvernement d'union avec eux. Il a fait un forum de réconciliation où il a fait venir Alassane Dramane Ouattara, le président Nicolas Bédié, le président Guy Robert. Le président Gbagbo a concédé. Mais malgré ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus dire au président Gbagbo que pourquoi les accords de Marcoussis, le président Gbagbo ne les met pas en exergue. Ils sont venus tuer des Ivoiriens, vous vous rappelez, du sursaut des Ivoiriens. Et c'est pour ça encore je dis bravo au doyen Momo Janvier qui l'a rappelé. Les Ivoiriens savent dire non. Ils sont un peu, je m'en foutiste, ils sont un peu trop jovial, ils sont un peu amusants, ils sont aussi dans l'ambiance, mais ils savent dire non. Et chaque fois que la Côte d'Ivoire a pu se rassembler, chaque fois, comme par hasard, que la Côte d'Ivoire a pu se lever, il y avait un général de qui s'appelle Laurent Gbagbo. Donc aujourd'hui, vous parlez du spectre du passé, c'est comme dans le karma. C'est cette situation qui se trouve contre Ouattara. Quand on a créé Laurent Gbagbo de l'extérieur, dans tous les médias, on n'avait pas encore des médias comme Afrique Média. On n'avait pas encore les médias comme les réseaux sociaux. Toute l'information nous venait de là. D'ailleurs, on pouvait manipuler les Africains facilement. Mais aujourd'hui, avec tout ça, nous avons les médias. C'est nous qui informons. C'est nous qui distillons l'information. C'est nous qui jugeons l'information. Donc, on ne peut pas être dupe. Aujourd'hui, nous avons des grands journalistes comme Julien Wafo, des grands analystes comme Momo, des grands analystes comme le Doy Asanga, comme Babo Kodé. Donc aujourd'hui, nous allons à l'information, nous récupérons l'information, c'est une arme. Donc ça veut toute cette arme-là, aujourd'hui, le plan Babo se bat. La preuve, tout récemment, l'ONU vient de sortir un pamphlet qui est coupant pour dire que non, est-ce que M. Alassane Dramane Ouattara, vous pouvez essayer dans 6 mois que le président Laurent Gbagbo jouisse de ses pouvoirs politiques et de ses pouvoirs civils en attendant qu'on puisse se prononcer dessus. Alors que le président Gbagbo parle d'une élection de 2025, d'octobre 2025, eux, ils parlent d'une prolongation jusqu'en janvier, jusqu'en février, le 20 février. Donc, il est mis à l'aise encore pour qu'on dise aisément que dans le spectre du passé, ça revient encore, l'ONU veut permettre à Ouattara de faire un 3e mandat. Et je salue l'intelligence de Maître Abiba Touré qui est allé prendre cette information qui était cachée pour la mettre en grand jour pour que les Ivoiriens se prononcent. Donc aujourd'hui, là, à quel niveau nous sommes? Dans le spectre du passé, nous faisons encore un 2011 bis. Mais un 2011 bis où cette fois-ci, les piliers sont dans l'autre sens. C'est-à-dire c'est une opération 6-9. Hier, le président Gbagbo était créé par qui? Par tous ceux-là. Aujourd'hui, le président Gbagbo a pour allié qui? L'AES. Il a pour allié qui? Le PDCI. Il a pour allié qui? Tout à l'heure, vous avez parlé de trahison, de MFA d'Anaki Kobena. Il a pour allié qui? Même à Fingessa qui était parti, il a pour allié qui? Les panafricains aujourd'hui que vous êtes, il a pour allié qui le connaît et qui connaît. Donc cette élection-là, les Ivoiriens, je vais vous mettre à l'aise. Nous avons appris de nos erreurs. Nous avons su que nos divisions sont secondaires.
quel que soit ce qu'on peut voir officiellement, il y a un travail qui se fait officieusement. Et officieusement, toute la Côte d'Ivoire, dans son entièreté, dans tous ses artifices, ont montré, parce que ceux qui ont manifesté, c'est pas que sur leur front PPACI, c'est pas sur leur front PDCI et j'en passe. C'est des Ivoiriens, comme les panélistes ont dit, qui se sont levés. Ces Ivoiriens-là, leçons du spectre du passé. Ces Ivoiriens-là ont tiré des leçons de la manipulation extérieure. Et ces Ivoiriens-là ont compris qu'aujourd'hui, l'ennemi qui était de tout temps le même est la France. Et le président Gbagbo envoie un message fort à la France pour leur dire que comme c'est chez vous, il vient réfléchir, il faut que vous sachiez qu'il n'y aura pas de quartier. Il y a un de vos panélistes qui a posé la question de savoir quels sont les artifices, et mon frère Gbagbo essaie de répondre. Vous lui dit que le peuple est une force au-delà de toutes les forces. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Et c'est le peuple là qui va imposer à Alassane Ouattara, malgré les armes payées par nos contribuables ivoiriens, malgré les mercenaires dont ils volent notre argent pour nourrir, malgré les Français qui sont venus l'aider sur les frontières, malgré les Américains et malgré le deal qu'il a signé avec Macron, que cette fois-ci-là, la Côte d'Ivoire va vous faire plaisir et j'étais. Merci à vous, cher Oko Sissi Baba Nicolo. Ce plaisir, il est attendu par toute l'Afrique et par toute la galaxie panafricaine, bien évidemment. On va vous retrouver, mon cher Souleymane Kone Gbagbo. On a été perturbé il y a quelques instants, mais je vous retrouve. On évoquait avec vous tout ce dont disposent, les leviers dont disposent réellement les alliés du le PPACI et ses alliés, on préfère le dire comme ça pour... vraisemblablement sortir également de ce narratif de l'opposition ivoirienne, le PPACI. Et tous ces alliés, on évoquait les leviers dont ils disposent actuellement, mais est-ce qu'il ne faut pas peut-être, je le dis comme ça, penser à un plan B si jamais les positions du côté du président Alassane Dramane Ouattara n'évoluent pas? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être penser déjà à un plan B? Encore pour la pêche, il n'y a pas de plan B. Si les positions d'Alassane Ouattara n'évoluent pas, on ira le chasser. C'est la seule solution. Parce que moi j'ai comme l'impression que souvent, les gens minimisent la force du peuple. Pourtant, les exemples sont tout autour de nous. On a vu en Tunisie, on a vu comment dirais-je, en Égypte, on a vu au Burkina Faso ici même. Au Burkina Faso ici, le slogan du clan de Blaise Compaoré était quoi? Le Burkina Faso, c'est pour nous. Si tu fais, on te fait et puis il n'y a rien. 27 ans de terreur. 27 ans de terreur. Quand le peuple s'est levé à l'unanimité avec détermination, il a dit c'est fini. Et aujourd'hui, Blaise Compaoré est cloîtré dans les salons de Alassane Ouattara comme une momie, comme je dirais un meuble. Il est là, il est là comme ça. Donc, il faut dire que la force du peuple est la force la plus puissante. Quant au combat face à un dictateur va beau être puissant. Quand le peuple se lève, il tombe. Je disais dans mon précédent développement que l'Occident collectif, depuis 2000, tente de renverser le président Poutine par tous les moyens, y compris avec leurs renseignements généraux, leurs armes, tout l'arsenal que détient l'OTAN, malgré toutes les armes nucléaires et que détient l'OTAN, bien entendu, il n'arrive pas à faire tomber le président Poutine. Mais il suffit juste que le peuple russe, je touche du bois que cela n'arrive pas, que le peuple russe se lève contre le président Poutine, pas à l'unanimité. Une bonne partie du peuple se lève avec détermination. En une semaine, il va tomber. Aucun dictateur ne peut face à un peuple déterminé. Et aujourd'hui, nous avons démontré par les deux grands rassemblements de ce mois d'août, en l'occurrence le 9
avec la marche à Yopougon et le 16 avec le meeting du président Laurent Gbagbo. La marche, c'était le Front commun qu'il avait organisé, mais toutes les associations de la société civile, tous les mouvements syndicaux, presque tous les mouvements sont venus s'ajouter à cette marche. Donc, c'était une marche gigantesque. Donc, par cette marche et par le meeting organisé par le PPACI, qui a bénéficié bien entendu du soutien de son allié PDC RDA et le GPS. Et même, je vais vous faire remarquer un fait, il y a eu des drapeaux du Mali qui ont flotté pendant le meeting du président Laurent Gbagbo à Figaro. Drapeau malien. Drapeau malien. Drapeau burkinabé. Des drapeaux burkinabés ont flotté pendant ce meeting-là. Il faut dire que depuis 2000, on n'avait jamais encore vu ça dans un meeting du président Laurent Gbagbo. Depuis que Alassane Ouattara avait commencé à ce moment-là, on n'avait jamais encore vu des drapeaux de l'AES, bon, je dirais des pays de l'AES, flotter dans un meeting du président Laurent Gbagbo. Mais nous l'avons vu le 16. Pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, le rapport de force est clairement favorable à l'opposition. Et à part de ce moment, je pense que ce n'est pas Alassane Ouattara qui va pouvoir résister à la détermination du peuple de Côte d'Ivoire, de la quasi-majorité du peuple de Côte d'Ivoire. S'il ne bouge pas, si sa position n'évolue pas, nous allons demander au peuple de Côte d'Ivoire de descendre pacifiquement dans les rues et d'aller le chasser. C'est tranquille. C'est tranquille. Parce qu'il ne pourra pas, ce n'est même pas tenable. Cette position n'est pas tenable. Tu ne peux pas dire au PDC RDA, le plus vieux parti de Côte d'Ivoire, qui est la deuxième force du point de vue des députés à l'Assemblée, du point de vue des élus à l'Assemblée, et le PPACI, le parti du président Laurent Gbagbo. Tu ne peux pas dire à ces deux partis-là que leurs candidats ne sont pas éligibles. Et toi, qui n'as pas le droit de faire un quatrième mandat, toi seul, tu es éligible et tu choisis parmi les plaisantins qui sont en train de s'agiter dans l'opposition là, quelques candidats qui vont t'accompagner. C'est-à-dire, tu veux nous faire revivre le scénario de 2020 avec KKB. Non, mais 2020, ce n'est pas 2025. 2020, ce n'est pas 2025. 2020, le président Laurent Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire. 2020, Damana Picard n'était pas là. Quoi, Justin n'était pas là. Katina n'était pas là. Les lieutenants de Gbagbo n'étaient pas en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on faisait la mobilisation depuis l'extérieur, mais ça n'avait rien à voir avec les mobilisations qu'on fait aujourd'hui à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que le PDCI était là, mais le PDCI venait juste de s'affranchir de l'alliance RADP. Donc, il y avait, on va dire, des hésitations au sein de l'opinion par rapport à la sincérité du PDCI dans le combat. Mais aujourd'hui, 5 années ont passé. Retour sur le plateau avec vous, maître Janvier Momo, sur ce que vaut réellement l'opposition ivoirienne, étant donné qu'on est en train de sortir de cette première thématique avant de se plonger dans la deuxième thématique qui nous intéresse, à savoir le Cameroun entre espoir, alternance et spectre du passé. Où faut-il se situer pour le moment? Je pense que il faut toujours rester dans l'espoir.
Parce que, premièrement, l'espoir en politique est un gage des efforts, est un gage de réussite, et surtout, veiller. Quand on parle d'espoir en politique, il faut veiller. Le cas ivoirien est un cas d'école. Un cas d'école parce que lorsque nous entendons que le candidat du PDCI est disqualifié, M. Thiam, nous entendons que le candidat du PPACI, lui aussi, est disqualifié, mais qu'est-ce qui reste donc dans la substance oppositionnelle en Côte d'Ivoire face au RDR? Mais il ne reste rien, sinon des partis qui sont fabriqués dans ce que je peux appeler l'officine. C'est-à-dire, ce n'est pas une façon de les simplifier, mais il faut le reconnaître que en politique, on connaît ceux qui ont des poids. Il y a le poids politique. Il y a le poids politique qui compte. Les partis politiques ne sont pas les mêmes. Et juste parce que au niveau de la Côte d'Ivoire, le RDL, oui, il a un poids politique, le parti du président Alassane Dramane Ouattara. Mais à côté du RDR, il y a le PDCI, il y a le PPACI, il y a d'autres partis. Donc pour nous, c'est l'espoir. En quoi consiste cet espoir? Que, premièrement, que le pouvoir se ressaisisse. Comment se ressaisir? En revenant sur certains actes qui proscrivent la scène politique ivoirienne. En disant, oui, nous avons besoin que tous les Ivoiriens de tous les bords participent librement à cette élection présidentielle. Est-ce qu'en réalité, lors de l'élection présidentielle, il devrait y avoir des crocs en jambes? Parce que moi, j'appelle ça des crocs en jambes de ce genre. Mais le pouvoir en place aussi redoute une coalition, une puissante coalition PDCI, PPACI. Ils ne sont pas bêtes dans le pouvoir en place. Ils ne sont pas bêtes, ils réfléchissent. Mais ils auront en face le peuple ivoirien. Parce qu'il faut toujours dire la réalité en politique. C'est le peuple qui commande. Si le peuple ivoirien opte pour une voix et que d'un son de cloche, la majorité de ce peuple opte pour une voix, je pense que cette voix-là, elle sera la meilleure. Que ce soit du côté du président de la République en poste ou soit du côté du candidat de l'opposition. Donc pour nous, observateurs politiques, on regarde cette scène, mais nous soulignons qu'elle est biaisée. Elle est biaisée dès le départ. Et puis, le jeu politique en Côte d'Ivoire et même au Cameroun ne se joue pas en 2025. Ça s'est joué il y a 3, 4, 5 ans. Le retour du président Laurent Gbagbo, le RDR savait, nous venons, comme il est revenu, sans avoir revendiqué et obtenu ce dont nous avions peur, c'est-à-dire son extrait de casier judiciaire, que nous l'avons au palais présidentiel ou dans nos poches. À partir du moment où il est rentré sans le réclamer et sans l'avoir, je pense que l'élection de 2025, nous avons une figure de proue. Le président, le candidat Alassane Dramane Ouattara peut être élu en toute sincérité. Donc, mais le peuple ivoirien, il faut toujours revenir, le peuple ivoirien a le dernier mot dans cette élection. Merci à vous, Maître Janvier Momo. Je reviens vers vous une fois de plus, Padi Assangal. Vous, de votre côté, où vous situez-vous au sortir de cette thématique? Écoutez, on ne veut pas inventer la roue. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on ne va pas, comme j'ai dit, on ne va pas inventer la roue. En Côte d'Ivoire, les gens veulent participer à l'élection, ils sont bloqués. Et au Cameroun, où je suis, les gens ont refusé d'aller aux élections parce qu'ils avaient une certaine assurance venant d'ailleurs. Et les assureurs finissent toujours par trahir. Et en politique, c'est les rapports de force comme mes co-panélistes qui sont intervenus par voie cybernétique et mon cher frère, Maître Momo. Maintenant, qu'est-ce qui se joue? On dit chez nous, dans l'adage anglo-saxon natif camerounais, Ndamba, Nafo, fille.
Ndamba, na sens, kaki, nobi, leda. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Laurent Gbagbo était à La Haye avec Charles Blé Goudé. Quand ils étaient à La Haye, ils ont tout ficelé. Oui, Alors qu'ils n'étaient pas sur le terrain, là où ça se joue. c'est clair. Maintenant, C'est clair. ils sont sur le terrain, le champ de jeu. Allons jouer. C'est ça qu'on appelle le rapport de force. Ils ont su mobiliser les alliés fidèles. Mais quand on parle de trahison, la trahison est dans la politique comme, je ne sais pas, le carburant et dans la voiture. Il y aura toujours trahison. trahison. Comme l'opposition camerounaise a été infiltrée depuis 1992, ils ont été trahis, les gens sont entrés dans le gouvernement, ils sont sortis, ils veulent devenir maintenant les oppositions, et maintenant ils disent qu'ils veulent être président, et tout ça. Ça, c'est des faits de trahison. Chacun peut l'analyser comme il veut. Mais à ce qui concerne nos chers frères et sœurs ivoiriens, je l'ai dit, tenez-vous debout, il y aura des traîtres dans vos rangs, mais on ne gagne pas un combat à 100%, surtout ce qu'on dit à les combats démocratiques à l'occidental. Donc, nous avons besoin de ce 51% qui ne sont pas des traîtres pour gagner. C'est pour ça que même dans les coalitions, tout le monde ne va pas s'entendre parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Il y a ceux qui disent que non, nous devons avoir le premier ministère parce qu'on a les garanties de la France. Je t'ai dit. Nous voulons le ministère de la Défense parce que la France nous a reçus à l'Élysée. Ils ont dit qu'ils vont nous fournir des armes contre le mine de fer d'Mbala. Nous allons avoir le ministère de la Culture parce qu'ils disent qu'ils veulent, on va exporter tous les objets d'art qui viennent de Fumban à la France et à un prix élevé. Et toutes ces négociations-là, c'est ce qui se passe dans l'opposition ivoirienne et aussi dans l'opposition camerounaise. Je fais toujours un parallèle parce que Laurent Gbagbo et son parti politique sont nos alliés. Donc, permettez-moi de le faire. Exactement. Et si les gens disent que je suis hors sujet, permettez-moi d'avoir l'air d'être hors sujet, mais dans le cadre panafricaniste. Et pour vous dire que nos alliés, nos meetings ne se feront pas en France. Même si on nous arrête en France, dès qu'on va sortir, on va se retrouver ici, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, et mener le bataille qu'on a mené là. Voilà pourquoi Alassane Dramane Ouattara est en difficulté. Et c'est bien comme ça. Merci à vous, Padi Assanga, pour cette sortie. On va, avec le concours de la réalisation, prendre une légère respiration avant de revenir sur le plateau pour parler de notre deuxième sujet. Retour sur ce plateau central de la télévision panafricaine avec vous, chers téléspectateurs, et nos invités en plateau pour parler de notre deuxième thématique sur le Cameroun, élection présidentielle également. Cette fois-ci, quelles sont les chances dont dispose l'opposition camerounaise? Ces chances, cette thématique, nous en parlons encore avec vous, Padi Assanga. Il y a quelques instants, on vous quittait sur l'opposition ivoirienne. Cette fois-ci, vous êtes membre de l'opposition camerounaise, vous êtes membre du Social Democratic Front. Vous revenez d'ailleurs d'une tournée du côté de la capitale politique du Cameroun avec le président du SDF. En ce qui concerne l'opposition
camerounaise. D'après vous, Padi Assanga, quelles sont ses chances concrètement pour lancer le débat? Écoutez, l'opposition camerounaise a toutes les chances de ses côtés, comme on a toujours eu d'ailleurs, malgré le fait qu'on a toujours eu les défections qui ont coûté l'opposition la durabilité de M. Biya au pouvoir. Vous savez que la seule chance que M. Biya a eu à gouverner ce pays et maintenir, conserver le pouvoir jusqu'à aujourd'hui vient aussi de l'opposition camerounaise. On l'appelait Cissé Dakolé Daïsala avec ce 6 voix. Donc, parce qu'à l'époque, malgré le fait que, puisque à l'époque, c'est les législatives qui présidaient les présidentielles. Donc, ils pouvaient faire blocus. Maintenant, vu ce constat que, si on laisse cette affaire comme ça, l'opposition risque de nous empêcher de gouverner. Ils ont renversé la donne, de faire passer les présidentielles avant les législatives. Et la raison d'être, pourquoi? Parce que dans la disposition constitutionnelle, le président, en cas de difficulté, peut dissoudre l'Assemblée. Mais dans l'ancienne disposition, ce n'était pas possible, parce que c'est l'Assemblée qui précédait les présidentielles. Donc, le peuple ne peut pas élire une Assemblée qui est vraiment objectif, peut-être RDPC en minorité, l'opposition en majorité, et que vous venez le dissoudre parce que vous avez eu le suffrage direct. Non, c'est le législateur. Maintenant, on se trouve dans une situation où ils ont grippé le système. Et par ce grippage-là, ils réussissent à casser l'opposition du fait que le président a les pleines prérogatives. Il est un jacobin de l'époque de Napoléon, parce que le jacobinisme, c'est la constitution napoléonienne qu'on a imposée sur les pays francophones, francophiles. Et par conséquent, nous, les Camerounais de la post-colonie anglaise, y compris, puisqu'il y a eu ce projet d'assimilation qui a échoué, et on a découvert que ce projet-là était vraiment lieu quand M. Biya s'est retrouvé au Forum de la paix de M. Mo Ibrahim. Il faut planter ce décor-là pour comprendre où se retrouve l'opposition aujourd'hui. Maintenant, l'opposition se mobilise, c'est-à-dire l'opposition classique, qui n'a jamais participé dans ce gouvernement. Ils n'ont jamais été des ministres, ils n'ont jamais été nommés à quel poste. Ils se sont battus comme ils peuvent, avec tous les manigances, avec tous les moyens d'État. On les a déplumés, jusqu'à ce qu'ils n'arrivent plus à avoir une majorité conséquente pour changer les donnes à l'Assemblée. Mais, quand cela ne tient, même s'ils arrivent, vu la configuration actuelle, à avoir une majorité à l'Assemblée, du fait que le président est d'abord élu avant l'Assemblée, et avec ses dispositions constitutionnelles, il a la capacité de dissoudre l'Assemblée et gouverner avec... Il y a une certaine disposition qui dit que les lois extraordinaires, les pleins pouvoirs extraordinaires, ou bien l'état d'urgence, ou un truc comme ça. Moi, je ne suis pas juriste pour entrer dans les dispositions, ça. Pour vous relancer justement sur la question Padi Assanga, est-ce que vous pensez réellement qu'un parti de l'opposition a des chances de battre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais à une élection au Cameroun dans le système actuel? Une coalition d'opposition. Je parle d'un candidat de l'opposition. Un candidat,
s'il y a un candidat consensuel, ils peuvent pas toute l'opposition, un candidat consensuel de l'opposition. Parce que il y a 3 factions dans l'opposition. Il y a des factions classiques ils ont des députés, ils sont des maires, ils n'ont jamais coalisé avec le parti au pouvoir. Il y a une faction des anciens ministres du système. Et puis, il y a aussi une faction qui pense que il faut appeler, ils sont dans les couloirs des étrangers et ils peuvent faire, à travers les carnets d'adresse, ils peuvent prendre le pouvoir. Il faut savoir que toutes ces tendances-là existent au Cameroun de façon cryptée. Les 2 tendances qu'on connaît, c'est les tendances classiques qui n'ont jamais participé dans le système et l'autre tendance qui sont une coalition ou bien un conglomérat des anciens ministres qui sont des transfuges aujourd'hui qui se positionnent comme l'opposition. Maintenant, quand on a planté ces décors-là, un de ces tendances-là, ou bien ces tendances-là peuvent renverser bien. C'est possible. C'est pour dire que s'il y a un candidat consensuel de l'opposition classique qui n'a jamais coalisé avec le gouvernement, qui n'a jamais été dans le gouvernement, ils se mettent ensemble, ils vont battre M. Biya. Et si les ministres l'ancien ministre de M. Biya se mettent ensemble et ils disent qu'ils veulent faire une coalition pour rester dans le siège, la France va les adouber pour battre M. Biya. Parce que la France veut la continuité du système. La France ne veut pas faire la rupture du système. Alors que l'opposition classique de gauche veut faire la rupture. Ils ne veulent plus continuer avec ce contrat social constitutionnel qui est lié à la France avec d'autres partis, d'autres pays africains. Donc, il y a dans l'opposition, il y a des tendances qui peuvent se trouver en consensus et battre M. Biya. Soit ceux de la rupture totale, ou bien soit qui sont les anciens ministres, c'est-à-dire ceux qui veulent hériter, ceux qui ont travaillé dans le système, qui connaissent le système, qui font le clin d'œil de gauche à droite, l'extrême droite libérale, qui veulent même l'homosexualité, ils veulent faire de Douala une île pour les homosexuels avec les Alice comme les Freedom House et tout ça, qui défendent les droits indéfendables. Ceux-là, ils peuvent aussi, s'ils se mettent ensemble, ils peuvent aussi, mais sauf qu'en face, ils vont trouver le classique conservateur de gauche. Donc, c'est possible que M. Biya soit battu par une tendance ou l'autre. Merci à vous, Padi Assanga. Je reviens vers vous, Maître Janvier Momon, mais cette fois-ci pour une autre thématique, c'est celle sur le Cameroun, s'agissant des chances dont dispose l'opposition camerounaise. On l'a longtemps évoqué au fil des élections au Cameroun que pour battre le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il fallait un candidat consensuel de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, au vu de toutes les tendances qui se dégagent, cette maxime-là est encore vraie aujourd'hui? Je pense que le jeu électoral au Cameroun est très complexe. Aujourd'hui, vous me posez la question de savoir si le consensus de l'opposition peut permettre de renverser le président Biya. Mais oui, le problème c'est quelle opposition? C'est ça le problème. C'est quelle opposition? Qui sont ceux qui sont pour le renversement, pour le véritable changement? Combien sont-ils? Sont-ils véritablement engagés dans le processus du changement? Ce sont, M. Ouafo, autant de questions qu'on se pose lorsqu'on regarde l'opposition. Alors, vous avez vu le bal des procès au niveau du Conseil constitutionnel. Vous avez vu, nous avons suivi ensemble
les déclarations du ministre de l'administration territoriale qui vous a dit qu'il a l'ADN des partis politiques. C'est une phrase très significative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'administration territoriale, on peut décider sur un parti politique et on peut décider du sort d'un parti politique. Mais dans d'autres systèmes électoraux dans le monde entier, vous n'entendrez jamais ces paroles. Parce que le parti politique, c'est d'abord une association. On ne va à l'administration territoriale que pour entériner, pour habiliter, pour l'habilitation et pour l'arbitrage. Donc, le jeu est très compliqué au niveau du Cameroun. Oui, le consensus, mais c'est un vieux mot. Je peux même dire que le disque est rayé. Oui. Parce que c'est depuis plus de 20 ans qu'on parle du consensus face au président Biya. Mais combien de consensus il y en a eu? Vous regardez l'élection de 2018. Qui sont ceux qui se sont réunis pour aller face au président Biya? Regardez. Chacun, on va en rang dispersé. Mais on va en rang dispersé contre un mastodonte. Avec une expérience... Non, avec une expérience de 42 ans. Quand je parle de mastodonte, l'expérience c'est 42 ans. Et donc, il faut qu'en face, qu'il y ait des forces. Les tendances politiques au Cameroun se sont mis ensemble. Parce que en 2018, on a eu les ralliements, ou bien les alignements, ou bien les coalitions, ou bien les partenariats politiques, qui sont les maires RDPC, qui étaient des transfuges de d'autres partis politiques de l'opposition, les experts en économie qui étaient de la présidence, je veux parler de Feu Penda Ekoka, et les militants de d'autres partis politiques qui ont seulement changé d'avis. Et on a eu le résultat qu'on a eu. Malgré la crise qui se déroule au Nozo, on a dit qu'on a eu 3%. Nous, on a accepté. Mais les gens ont prétendu avoir gagné sans battre campagne au Nozo, sans avoir l'emprise sur tout l'étendue des territoires. Mais ils se sont proclamés vainqueurs, idem comme M. Biya, pour nous amener à ce qu'on appelle la crise post-électorale. Et ils ont chanté cette hymne-là jusqu'à 2020. Bon. C'est ce rectificatif que je voulais le faire. Non, disons que ça entre dans le cadre de l'histoire politique du Cameroun, de l'élection de 2018. Nous sommes en 2025. Et répondant clairement à la question du journaliste, l'opposition camerounaise aujourd'hui, elle est capable d'ébranler. Là, nous sommes d'accord. Elle est capable d'ébranler, mais la question fondamentale, c'est quelle opposition? C'est ça. Qui sont ceux qui peuvent aller de façon claire vers un consensus de l'opposition face au RDPC, au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Mais c'est là où nous parlons de la rupture. Ça a toujours été la problématique au Cameroun. Mais c'est là où nous parlons de la rupture. Parce que on ne peut pas, c'est-à-dire, nous ne sommes pas isolés de toutes les éventualités de l'Afrique. Dans d'autres cieux, il y a eu des faux, vrais coups d'État. Dans d'autres cieux, il y a eu des coups d'État. Et dans notre pays, qui n'a jamais eu les coups d'État, où on n'est jamais accédé au pouvoir par coup d'État, nous disons que c'est possible parce que il y a même ceux-là même qui disent qu'ils sont les experts et aujourd'hui ils se nomment les voleurs repentis, qui vous dit que oui, ils sont maintenant devenus sages en truc parce qu'ils étaient les truqueurs des élections. Ils vous ont dit ça. Et ça ne doit pas rester comme, ça ne doit pas passer comme une lettre à la poste. Il faut comprendre ce facteur-là et mettre dans notre cahier des charges et savoir que là où nous sommes en train d'avancer là, il peut y avoir les épines de gauche à droite. Et maintenant, avec la maturité,
raison gardée, du recul, l'expérience, l'histoire politique contemporaine et lointaine, mettre les garde-fous. Et nous sommes convaincus aujourd'hui que l'opposition peut se mettre ensemble pour un projet solide. Si on se met ensemble sur la table, on dit que bon, vous êtes fort dans telle région. Vous êtes fort dans telle région. Vous êtes fort dans telle région. Mettons-nous ensemble sur un projet fédéral où le contenu est, il n'y aura pas ceci, gouverneurs seront désormais les élus. On consacre le Cameroun un État fédéral. On dit que il y aura 3 étapes de gestion, les communes et les régions, et puis l'État fédéral. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un projet de coalition pour un nouveau Cameroun. Mais on ne peut pas aller prendre les photos avec les gens qui ont les partis politiques qui existent seulement dans les tiroirs de chambre et dit qu'on est en train de faire les poissons. Ça va aboutir à quoi? On a eu 2 groupes. Mais pas Diasanga. Je chute en disant. On a eu 2 groupes. On a eu 2 groupes. Le groupe de Fumban et le groupe de Douala. Et c'est eux qui parlent. Il y a des personnes dans l'opposition qui sont même les candidats, qui ne sont pas allés là-bas. Ils n'ont pas encore parlé. Mais ceux qui étaient les initiateurs sont en train de parler. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Au-delà de tout ça, Padi Asanga, pour mettre de l'eau au moulin de Maître Janvier Momo, l'opposition camerounaise, comme on a l'habitude de l'appeler, a toujours, depuis des années, crié à la fraude électorale. Il faut le dire, cette opposition-là, peu importe les partis, tous les partis confondus, ont toujours accusé le parti au pouvoir de fraude électorale. Ça a d'ailleurs été l'un des chevals de bataille du professeur Maurice Kamto, par exemple, lors de l'élection de 2018, qui estimait que le code électoral était taillé sur mesure pour le candidat du parti au pouvoir. Et le candidat de 2025, je ne vous coupe pas, l'honorable Joshua aussi, qui annonce des bureaux de vote qui n'ont jamais été déclarés. Il a déclaré la semaine dernière certains bureaux de vote qui, pour lui, sont dissimulés et qu'on ne voit qu'au moment du décompte. Par l'organe en charge justement de l'organisation des élections. Ce sont autant de griefs qui sont relevés par les partis de l'opposition. Mais il y a un point sur lequel on peut être d'accord avec eux, c'est bien entendu le code électoral, le Conseil constitutionnel. Il faut préciser que dans ce code électoral-là, il y a un article qui stipule qu'en cas de contentieux, justement pour les PV qui ont créé pas mal de polémiques lors de la dernière élection, sur ces PV-là, il est clairement mentionné dans le code électoral que seuls les PV en cas de contentieux fournis par l'organe en charge de l'organisation des élections font foi. Si c'est la loi, on a l'habitude de dire la loi est dure, mais c'est la loi. S'il faut la respecter, est-ce que dans ces conditions-là, un parti peut réellement, que ce soit un candidat consensuel de l'opposition, peut réellement avoir ses chances contre le candidat du parti au pouvoir? Si. Tout appartient au peuple. Comme dans le cas de la Côte d'Ivoire, je pense que nous n'avons pas le droit de changer de langage. Tout appartient au peuple, c'est-à-dire c'est le peuple qui décide. Et je le répète, l'élection présidentielle n'est pas un concours réservé à ceux qui sont des candidats. C'est le peuple qui plébiscite un homme, qui va s'asseoir, qui va occuper le fauteuil présidentiel. Maintenant, comme c'est le peuple qui décide, le peuple a besoin de se réunir autour des forces coalisées. Vous avez vu le RDPC, le parti au pouvoir, qui a ses coalitions, fait ses coalitions. Avec les G20. Oui, avec le G20. Avec le G20, par exemple. Avec le G20. C'est vrai que parmi le G20, comme Padi vient de le dire, certains candidats ont leur parti politique dans la malle arrière du véhicule. Mais il n'en demeure pas moins que ce sont les membres qui ont été cooptés par le RDP, par le parti au pouvoir. Alors, que l'opposition en face, qu'est-ce qu'elle fait? Non, il faut dire les vérités. Coopté par le MINAT. Par le MINAT. Parce que ministre Paul Atangandji
a dit qu'il a l'ADN de parti politique. Il a même déclaré que c'est grâce à lui, il a conseillé même certains opposants d'aller prendre tel parti. C'est pour ça qu'on a, pas dit à Sanga, c'est pour ça qu'on a généralisé, on a dit, on a fait allusion du parti au pouvoir. Oui. Oui, mais on peut aussi appeler les noms si vous voulez. Il n'y a pas de souci pour appeler les noms. Donc, bon. Donc, on va permettre à Maître Jean-Pierre Momo de chuter. Parce que pour nous, le peuple a le dernier mot. Et comment est-ce que ce dernier mot peut s'exprimer? Il ne peut s'exprimer qu'autour des coalitions. Que ce soit, et ce que je dis est valable pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et pour les partis d'opposition. Alors, la principale difficulté que nous vivons au Cameroun, d'élection en élection, ce sont des dissensions autour de ce qu'on peut appeler le consensus. Il y a certains qui vont vous dire, si ce n'est pas moi, le candidat du consensus, eh bien, on y va. Moi, j'ai mon parti et mes militants, je suis ma voix. Mais c'est dangereux parce qu'à un moment donné, il faut des concessions. Ceux qui se réunissent, le G20 autour du président Biya, personne d'entre eux ne dit je serai candidat. Ils savent que ils savent. On va permettre à Maître de chuter. Ils savent qu'ils vont au G20 pour plébisciter la candidature du président Biya. Mais pour l'opposition, comment l'opposition ne peut pas faire la même chose? Et c'est là, et c'est à ce niveau que le peuple très souvent est déçu. Je vois ça autrement, Maître. Parce que oui, on va ça c'est ma position à moi. Ça c'est ma position à moi. C'est-à-dire, si les politiciens, ceux qui sont à l'opposition, avaient parfaite conscience des enjeux, je pense qu'au cours d'une réunion, et comme tu le disais tout à l'heure, comme vous le disiez tout à l'heure, M. Asanga, au cours d'une réunion, qu'ils discutent entre eux et en gentlemanship, on dit, et que des gens abdiquent, que des gens aient le courage de dire, moi je me recule. Tel dit, moi je me recule. On va se retrouver avec une short list et autour de cette short list, on choisit. On peut même passer au vote. On vote le candidat qui va représenter toute l'opposition. C'est à ce niveau que l'opposition camerounaise peut constituer un véritable poids. S'ils vont en rang dispersé, chacun dans son ego surdimensionné, le résultat est connu d'avance. C'est-à-dire, ils ne feront pas le poids. Parce qu'en face, le G20 et les autres, ils ne le font pas. Ils vont au G20 parce qu'ils savent qu'ils ont un candidat qu'ils doivent supporter, qu'ils doivent propulser au sommet de l'État. C'est le candidat Biya. C'est ça. Et quand je dis tout appartient au peuple, c'est vrai. Mais le peuple a besoin de voir que cette opposition, elle aussi, se soucie du peuple. Et la meilleure manière pour l'opposition de se soucier au peuple, c'est de se réunir et d'obtenir un consensus autour d'un candidat. Le président Biya ne peut pas faire face, le RDPC ne peut pas faire face à 3, 4, 5 candidats et ne pas être vainqueur. Parce que premièrement, ils ont la machine en main. Et ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir. Ils ont la machine en main, ils ont une grosse expérience politique dans le domaine, mais c'est le peuple qui décide. Le peuple peut changer la tendance. Le peuple a besoin de femmes. Oui, le peuple peut changer la tendance. Et pour changer la tendance, c'est-à-dire aller basculer du côté de l'opposition, il faut que cette opposition renvoie l'ascenseur au niveau du peuple en disant, nous vous écoutons et nous vous envoyons un candidat que nous tous, nous allons propulser au sommet de l'État. C'est à ce niveau qu'il peut véritablement avoir un véritable choc électoral au Cameroun. Merci, Maître Jean-Pierre Momo. Eh bien, Paddy Asanga, cette recette-là, on l'a annoncée plusieurs fois à plusieurs élections. Pourquoi ce qui semble être le remède miracle pour véritablement battre le RDPC à une élection n'est pas appliqué par cette opposition-là depuis d'après vous? Qu'est-ce qui coince? Qu'est-ce qui bloque concrètement? Écoutez, c'est là où je viens toujours avec cette idée d'éducation politique. Les gens se réunissent autour du candidature de M. Biya. Oui. Avec son projet de décentralisation. Dites-moi si vous connaissez le manifeste de ces 12 candidats
Et si on vous dit que quel est le meilleur manifeste de ces 12 candidats, vous allez dire que c'est laquelle. Il faut que les gens viennent avec les manifestes. Parce que moi, je ne veux pas voir des personnes d'une table. Parce que quand le SDF va aller dans ces négociations, je serai là pour scruter. Pour savoir que ils ne sont pas allés là-bas pour faire seulement les photos. Nous sommes les vanguards. Donc, Biya est un manifeste. Il a son fonctionnement du gouvernance qui disent que si vous faites partie de notre coalition, vous venez seulement dire que Biya serait candidat, vous pouvez avoir un poste ministériel. D'aucuns, le SDA a dit niet pendant 35 ans. D'autres l'ont fait, qui ont été même dans le SDF. Et on a appris des leçons. Que pour faire une bonne coalition, c'est de faire une coalition autour d'un manifeste, un programme politique commun. Pas autour des têtes des gens parce qu'ils sont très beaux. Il faudrait sortir des considérations personnelles pour véritablement se pencher sur la question du programme politique. C'est ça. Et quand on aura mis, dans le cas où il n'y a pas consensus, on dit que bon, prenons ici, on met ça ensemble, et puis on dit que, bon, dans ce projet-là, voici le formule. Celui qui va porter ce projet-là, c'est pour un mandat de tant. Oui. Et puis, on quitte sur la situation. C'est pour ça que le SDF dit qu'on part dans une coalition négociée. Pas l'alliement, pas l'accompagnement, pas le remplacement. Parce que dans tout ça, il y a le changement de chaises musicales. Enlevez Patrick, vous mettez Paul. Enlevez Patrice, vous mettez Patrick. On est dans le même système. Et rien n'a changé. 2 ans après, on retrouve le syndrome sénégalais. Diomaye Faye, Sonko. Parce que c'était mal ficelé. C'est là où nous nous retrouvons et les portes sont toujours ouvertes. Donc, nous, au SDF, comme je l'ai dit dans d'autres passages, on ne fait pas des choses à la hâte et on ne ferait pas. Je dis à qui va entendre. Donc, faisons une coalition sur une manifeste qu'on va présenter au peuple. Et c'est sur ce manifeste-là qui nous jugera. Pas d'aller dire que, oh, tel et tel. Si vous entendez, parce que moi, je ne veux pas trahir mes compères de l'opposition, vous entendez ce qui sort de ces réunions-là, vous allez tomber de nu. Sambaka vous a donné certains esquisses. Mais trouvons un manifeste consensuel et on pose sur la table. Je lève le droit que bon, je porte ce manifeste et je descends. C'est là où vous allez voir qui aime ce pays et qui n'aime pas ce pays. Donc, pour moi, je pense que on aurait très opulgué sur ces questions-là, l'opposition ou pas opposition, mais j'insiste et je persiste. Une consensus de gauche, de droite ou bien du centre, de l'opposition peut gagner M. Biya. Mais tout le monde ne sera jamais ensemble. Il faut comprendre ça. Tout le monde ne serait jamais ensemble. Même en 92, quand nous battons M. Biya, tout le monde n'était pas ensemble. Oui, partout. Mais les tenants étaient là. Oui, tout le monde ne s'est jamais mis ensemble. Vous comprenez? Donc, mettons ça en tête. Et je sais le cri de Dieu. Nous, on entendons le cri du peuple. Mais on ne va pas trahir le peuple en faisant des choses à la hâte pour aller rester dans une salle, se distribuer le poste. Après, 2 ans après, incapacité de gouverner, blocus à l'Assemblée, tel ne parle plus à l'autre, le gouvernement ne fonctionne pas, tout ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. C'est qu'on va plonger dans une crise terrible. On va entrer dans une crise politique qui ne dit pas son nom. Et avec les foyers de tension qui se fait de gauche à droite là. Eh bien, Padias, vous faites bien justement de parler de ces foyers de tension là. Il faut dire que ces foyers de tension ont contribué à saper la confiance que le peuple camerounais avait en ses hommes politiques. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour véritablement renouer cette confiance-là, pour que le peuple se remette à croire en ses élites politiques à l'approche... Il ne faut pas grand-chose. Hein.
Il ne faut pas grand-chose. Il faut que 2, 3 leaders de l'opposition avec presque mêmes idéologies, avec les idéologies conjointes, se mettent ensemble. Le peuple va le suivre. Ça, c'est ce que moi j'entends. On vous pouvez faire une coalition des jeunes qui ont moins de 70 ans, ou bien 70 ans, oui. Vous pouvez faire une coalition des vieux. Vous allez voir les pourcentages des votants. Et puis, vous pouvez faire une coalition je sais pas, de cocktail, comme on dit. Vous faites un cocktail. Un mélange. Oui, un mélange. Il y a toutes ces tendances-là sont possibles au Cameroun. Mais enlevez dans vos têtes que tous les 12 candidats vont se mettre ensemble. Ça ne va jamais exister. Ça n'a jamais existé nulle part au monde. Donc on ne va pas venir ici inventer là. Ceux qui vous disent ça, le RDPC, c'est pour mettre dans la psychologie des Camerounais. Il faut seulement 2, 3, 4 personnes, partis politiques, manifestent. Bam, on présente au peuple. C'est terminé. Et c'est ce que nous, au SDF, nous passons le temps à marteler avec le chairman Joshua. Il a même dit à Mondo Vision que si ce projet-là est porté par quelqu'un d'autre, il s'en héritera. Et on va faire un congrès extraordinaire pour dire que bon, voilà la situation pour sauver le pays. Nous, le chairman a posé ce dossier devant nous. Vous, les congressistes, vraiment, je vous supplie de me laisser, pour l'amour du pays, pour l'amour de toutes ces nations-là, taire nos égos. Oui, c'est 35 ans, on a été patient, on peut aussi encore être patient. Je pense, avec ces lancers-là, le SDF grandira. Mais on attend que les gens viennent avec les manifestes, qu'on se ferme dans une chambre et sortir avec un manifeste consensuel, pas une personne. Et ce manifeste consensuel, quelqu'un va venir jurer que je le porte. C'est comme ça que ça se passe, c'est pas autrement. Vous racontez quoi dans les médias pour distraire les Camerounais? Mais dans les psychologies, bon, la plupart des médias aussi, je sais qu'ils ont des redevances qui viennent du ministère de la Communication. Donc, il faut aussi veiller ces rhétoriques qui viennent du gouvernement jacobin, du RDPC. Donc, j'en ai terminé, merci. Merci à vous également, Padi Assanga. Maître Janvier Momo, il est question, pour que ça marche, de mettre les égos de côté. On a vu en Côte d'Ivoire une certaine union une union sacrée de l'opposition ivoirienne autour du président Laurent Gbagbo. Au Cameroun, est-ce que vous pensez que c'est possible actuellement? Je vous ai dit, je continue à le soutenir. Actuellement, première chose... Permettez-moi, Maître Janvier, actuellement, dans la mesure où Padi Assanga l'a rappelé, toute l'opposition ne se mettra jamais d'accord. Il faut juste que 3 ou 4 leaders se mettent ensemble et cela pourra impulser une dynamique. Est-ce que vous pensez que 4 leaders de poids, on parlait du poids politique tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'au Cameroun, les conditions sont réunies pour que 4 leaders de poids se mettent ensemble pour impulser cette dynamique-là? Maintenant, les leaders dont vous parlez au Cameroun, est-ce que vous vous êtes assuré qu'on a tué leurs égos? C'est ça le problème. Depuis 1990, que nous regardons la scène politique camerounaise, il y a toujours eu des élans, des égos. Nous connaissons ceux qui ont dit, si il faut un candidat consensuel, si ce n'est pas moi, eh bien chacun se bat. Eh oui! Le problème au Cameroun, M. Wafo, c'est que personne, des gens ne sont pas prêts à concéder, c'est-à-dire leur poids politique, pour qu'on construise ensemble. Je suis d'accord qu'il faut les programmes. Mais des partis politiques, chaque parti politique a au moins un programme. Maintenant, il faut se mettre sur la table, choisir, dire que voici le programme qui nous paraît le plus à même de supporter la candidature face au candidat président. Mais vous entendez groupe de Fumban, groupe de Douala. Mais pourquoi il y a plusieurs groupes? Si l'aspiration est que
il faut renverser le pouvoir en place. Pourquoi il y a plusieurs groupes? Puisque nous concourons vers la même chose, c'est-à-dire gagner l'adversaire qui est sur le fauteuil présidentiel. Pourquoi nous allons en rang dispersé? Pourquoi il y a deux groupes? Pourquoi les deux groupes ne peuvent pas fusionner? Et quand on parle de leaders, il y a la qualité des leaders. Il y a des leaders qui, sur le terrain, sont véritablement suivis. Et c'est ça. Et le baromètre, c'est-à-dire pour connaître, pour savoir les leaders qui sont suivis ou qui ont un poids politique considérable. Il y a des élections. Il y a des rassemblements. Quand un parti fait un rassemblement, ça permet de voir la quantité ne serait que de sympathisants. Parce que les véritables adeptes d'un parti politique sont ceux qui sont de manière incorruptible engagés vers les idéaux de ce parti, hors du parti et pendant les élections. C'est ça le poids politique. Mais est-ce qu'au Cameroun, cette opposition est capable d'abandonner, d'abandonner ce qu'on appelle l'ego? Mais nous avons besoin, M. Padi, d'entendre un candidat dire « Moi, je mets mon programme politique sur la table. » Si d'autres candidats à l'élection de 2025... Mais c'est ce qui s'est passé à Yaoundé. Non, j'ai pas fini, Padi. chuter, je mets mon programme politique sur la table. Que d'autres candidats viennent mettre leur programme, on discute, on sort. Et le plus rapidement possible. Parce que plus on fait... l'échéance Mais oui, il y a le temps qui compte. Il y a le temps qui compte. Vous avez un temps pour expliquer au peuple. Et ça ne sera pas seulement à l'occasion de l'élection, de la campagne électorale. Parce que si vous regardez bien, mais d'autres partis sont en campagne déjà. C'est parti. Nous sommes dans l'atmosphère de pré-campagne. En réalité, qui est déjà plongé dans la campagne électorale. Vous n'avez pas qu'à voir ce qui se passe dans le parti au pouvoir pour comprendre qu'ils sont déjà plongés dans la campagne. Donc pour nous, je termine pas dit, pour nous, il est question que l'opposition fasse ce don au peuple camerounais. C'est le don de la concession, le don de l'abandon de l'ego, le don de l'intérêt général, le don de l'intérêt supérieur. Mais je suis d'accord. D'autres partis peuvent même, d'autres candidats à cette élection, M. Wafo, sont capables de dire « Moi, je suis candidat à l'élection. Et réunissons-nous, trouvons un candidat. Et je vous dis, si nous nous réunissons à plus de 2 ou 3, moi je ne suis pas candidat, je serai pour celui qui sera. » C'est le langage que nous voulons entendre. C'est le langage de l'intérêt général. Mais il se susurre que les réunions achoppent sur des postes, comme Padi vient de le dire tout à l'heure, que certains sont en train de dire que si on n'a pas, j'ose croire que c'est de la radio-trottoir, ou que ce sont des informations non contrôlées, ou que ce sont des fake news. Parce que si c'est le cas, c'est très grave. En face, on a un parti politique qui a un candidat qui est connu, mais qui fusionne autour de ce candidat. Les autres qui arrivent suivent le programme politique du candidat qui sera présenté à l'élection, qui est déjà connu. C'est-à-dire ceux qui arrivent. Personne ne vient avec son programme. Or, pour l'opposition, on n'a pas encore suivi de partis politiques qui disent « Je mets mon programme de côté, j'y vais. » Celui qui met le programme et qu'on accepte, nous allons à cette élection. Il n'y a pas ce type de langage. J'ai suivi mon ami Sambaka. Lui, il n'a de cesse de crier. Abandonnons l'ego. Allons autour d'un consensus. Sans le consensus, on ne peut rien produire. Et c'est notre consensus qui peut convaincre le peuple à basculer de notre côté. Tant qu'il n'y a pas de consensus, le peuple camerounais, vous les connaissez, ils vont dire « Ah, ça c'est du déjà vu, dis donc. C'est des choses déjà. » Nous ne voulons pas de ce genre de langage. Nous avons besoin d'une opposition qui fasse bloc, qui fasse des concessions. Une opposition qui amène le peuple à croire en elle. Et qui sort de l'opposition pour l'opposition. Mais bien sûr.
C'est ça. Parce qu'en face, c'est calme, c'est tranquille. Mais, et pour sortir, le peuple a le dernier mot. Seul le peuple a le dernier mot. Parce que le peuple camerounais, même en dehors de ce consensus, peut décider de fondre leur vote pour un candidat et que ce candidat réussisse à l'élection présidentielle. Il faut toujours mettre le peuple au devant parce que c'est le peuple qui va voter. C'est le peuple qui va choisir. Et je sors par là. Merci à vous, Maître Janvier Momo-Bien. Padia Sangan va sortir avec vous également rapidement en 10 secondes. Oui, maître, je veux vous prendre en compte bien. Parce que C'est une discussion oui, intellectuelle. mais ce n'est Moi, pas, je n'ai pas- ce n'est pas agressif, ce n'est pas. Allons-y Non, rapidement, sortons parce que- rapidement Padia parce que, Sanga. vous êtes dans cette logique où il faut un consensus. Quand on veut faire les consensus dans l'opposition, n'est-ce pas, Oui, on prend aussi les rapports de force. tout à Et fait. Oui, il y a des gens qu'on respecte oui. qui ont dit, malgré le fait qu'ils n'ont pas de conseillers municipaux, ils n'ont aucun élu, mais ils ont des voix politiques, ils ont dit que je me retire en faveur de la jeunesse. Vous voyez? Oui. Et regardons cette dynamique-là. Tout à Que fait. quelqu'un va aller payer 30 millions, aller parfois même jusqu'au Au Conseil constitutionnel. Conseil pour constitutionnel. défendre sa candidature Oui. et se retirer uniquement comme ça. Il y a des calculs différents. Et je vous dis, c'est-à-dire, je vous dis que il faut laisser le temps au Au temps. temps. Tout à fait. Je vous dis qu'il y a les calculs différents. Il y a les calculs différents. Les 12 candidats là, c'est pas tout le monde qui dit qu'il veut consensus. Il veut consensus. C'est vrai. Il veut Ça, c'est vrai. seulement Ça, se c'est faire vrai. connaître. Ça, c'est vrai. Et en espérant que, comme j'ai seulement un conseiller municipal, peut-être La prochaine fois, la prochaine fois, Je peux avoir- quand vous faites les coalitions aujourd'hui, faites des coalitions de telle sorte que ça soit solide. Que après le Tout à fait. présidentiel, ça Oui. demeure. Oui. Vous continuez à travailler. Dans le cas où vous prenez le pouvoir, prenez aussi l'Assemblée. Parce que si vous prenez le pouvoir et vous loupez l'Assemblée, L'Assemblée, c'est fini. C'est ça. Donc, il faut faire des choses dans cette logique-là. Et moi, je suis de ces gens, des personnes qui disent que SDF, pardon, ne faisons pas des choses à la hâte. Pour pleurer après. C'est ce que moi, en tant que militant Militant du activiste, je ne suis pas cadre, je ne suis rien. Je suis un vanguard qui marche dans le rang. Si Joshua dit va, je vais. Comme Fungi disait que va, je vais. C'est un peu comme ça que moi je suis. Mais je dis que ne faisons pas des choses à la hâte et gardons nos cartes. Et pourquoi pas faire ce que le président devient un anglophone pour résoudre le contentieux Pourquoi pas? historique qui existe Pourquoi aujourd'hui. pas? Et je vous dis, Junior Wafo, vous avez pris le poids de la bête dans le journalisme. Et je vous dis mes félicitations. Merci à vous, Padia Sanga. Merci à vous également, Maître Janvier Momo. Merci à nos deux autres invités, Oko Sissi Baba Nicolo et Suleiman Kone Bagbo. Nous sommes donc arrivés au terme de cette autre édition de l'Afrique à l'urne. L'Afrique à l'urne, ça continue bien évidemment la semaine prochaine. Quant à moi, je vous retrouve toujours pour d'autres éditions sur la télévision panafricaine. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est bon, ouais. Mais il faut multiplier. Pas dire tu es encore là, non? Mais pas dire là, on peut multiplier des émissions. Bien sûr. Pas dire encore là, pour le moment. C'est que de temps en temps, je bouge hors de la ville, je descends sur Bamenda. Ok. Parce que, tu sais, il faut animer la base. Je ne peux pas parler à Baba. Pas dire tu fais comment pour échapper au gars. Ils font comment pour m'échapper. Donc c'est eux qui t'échappent. Oui,